À vrai dire, c'est un livre sur les héritages francophones en Amérique du Nord qui doivent faire voir combien la francophonie que l'on croit absente, à part quelques bons exemples ou exemples anciens aux États-Unis, cette francophonie est bien réelle et elle nous ouvre les portes de cette grande francophonie, n'est-ce pas, qui est dans le reste du monde, sur les 5 continents, celle que nous connaissons maintenant et qui s'est politiquement installée. Alors ça a été le premier souci. Et le deuxième souci, ça a été de dire aux étudiants de français, qui semblaient, je ne dirais pas manquer de motivation, mais manquer de proximité avec le français, voilà, vous avez autour de vous, dans ce pays, des francophones qui représentent vraiment toute la francophonie mondiale, et c'est eux, c'est en les fréquentant que vous pouvez essayer de renforcer votre français, mais aussi de vous sentir francophone à votre tour. Leur provenance, par ailleurs, n'a pas vraiment d'importance, sachant qu'ils se sont tous venus ici avec leur propre héritage francophone. Et en général, non seulement avec le français, mais dans les 3/4 des cas, avec aussi une autre langue maternelle auquel est venu s'ajouter le français. Pour nous, c'est ça un francophone. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement de langue française, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement d'ascendance française ou francophone, si je peux dire, au sens où historiquement on peut l'entendre, mais qui a réussi donc à garder ces héritages, à les faire fructifier et à les mettre au service d'une communauté beaucoup plus large. C'est le cas aux États-Unis, ce pays de la diversité qui les représente tous. En fait. Alors on peut essayer comme on le fait d'habitude, de regrouper par communauté. Et essentiellement, parmi les plus importantes et les plus visibles, il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les communautés historiques, essentiellement aux États-Unis, en Louisiane, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les Acadiens, quelques Acadiens, cette fois-ci, dans le nord de notre État, l'État du Maine. Et puis ensuite, évidemment, il y a toute cette présence européenne qui est venue petit à petit, depuis les départs, sans oublier les Français, bien sûr, mais les Belges, les Suisses, etc., qui ont beaucoup contribué aussi à la participation de ce pays. Pensez aux Huguenots, par exemple, hein, chassés maladroitement, on peut le dire, maintenant par Louis XIV de ce pays, qui sont venus s'installer ici et qui ont donné naissance à tout ce tissu industriel, n'est-ce pas, qui va faire un peu la richesse des États-Unis. Bon, alors j'en reviens aux autres communautés. Évidemment, on peut voir des communautés constituées. La principale, je ne vous cacherai pas, celle qui pour moi a le plus d'intérêt, c'est la communauté haïtienne. Parce que là, nous sommes vraiment dans les circonstances dans lesquelles voici une communauté qui existe, encore une fois, qui est américaine d'abord, chose très importante, ensuite qui a amené des héritages qui nous ramènent alors encore plus directement à l'Afrique, une notion essentielle, et qui aujourd'hui donc fait partie de ce pays de la diversité. Ce sont aujourd'hui, c'est la communauté, je veux dire, francophone la plus importante des États-Unis. Bon. Ensuite, vous avez de plus en plus en nombre tous les Africains qui sont venus d'Afrique subsaharienne et qui arrivent maintenant en assez grand nombre et qui sont venus en quelque sorte s'ajouter à ce qui a toujours existé, c'est-à-dire les francophones au contact du monde arabe, soit dans le Maghreb, avec les 2 anciens protectorats français et bien sûr l'ancienne colonie d'Algérie, et puis tout ce qu'on appelle aussi le Mashrek, c'est-à-dire le Moyen-Orient, comme on l'appelle ici, et qui va de l'Égypte à toutes les anciennes possessions ottomanes, Syrie, Liban, etc., dans lesquelles, effectivement, on va retrouver aussi un certain nombre de francophones qui ont fait ces pays et qui sont venus avec ces héritages. L'héritage là, comme vous le voyez, c'est un contact extraordinaire de langues avec, par exemple, la langue arabe. Que vous preniez une Marocaine ou que vous preniez un Libanais, vous allez avoir toujours ce même rapport qui est le rapport francophone, avec une langue donc, qui est importée avec une autre langue de contact, là vous voyez l'arabe en particulier, et puis vous avez tout ce qui est
bon, je dirais l'apport francophone qui est venu bien sûr de la colonisation, mais les francophonies n'existeraient pas, les diverses francophonies n'existeraient pas dans le monde s'il n'y avait pas eu la colonisation française. Hein, c'est-à-dire les deux empires coloniaux. Le premier, évidemment, celui de l'Amérique du Nord, que l'on va retrouver à travers, encore une fois, les descendants de la Nouvelle-France, mais aussi après la deuxième colonisation qui commence, nous n'allons pas faire un cours d'histoire, mais qui commence en 1830, n'est-ce pas, avec la conquête de l'Algérie, et qui va se continuer par, évidemment, la colonisation de l'Afrique subsaharienne et de Madagascar. Mais aussi avec leur décolonisation, parce que c'est de ça qu'il faut parler essentiellement. Ces héritages n'auraient pas été possibles sans cette colonisation, mais aussi sans les effets de la décolonisation dans ces deux parties du monde et du temps que sont les deux empires coloniaux français. Et vous n'avez pas mentionné les Vietnamiens? Alors, dans notre étude, c'est vrai, nous avons aussi pensé à toute cette francophonie asiatique, qui est une francophonie extraordinairement intéressante parce que, à travers les péripéties dont je vous ai parlé, il est sûr que le français n'est pas venu, alors surtout récemment, on passe notamment après la fin de la guerre du Vietnam, après 1975 en gros, ces francophones ne sont pas venus avec un héritage francophone basé très fortement sur la langue et sur l'apprentissage de la langue comme les autres, mais ils sont venus avec une espèce de francophonie que j'appelle beaucoup plus culturelle et qui les rapproche maintenant singulièrement des autres francophones. Je parle des États-Unis, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que, par exemple, les Vietnamiens qui sont les plus nombreux, mais il y a aussi les Cambodgiens, il y a aussi les Laotiens, en particulier les Hmong qui sont venus du Haut-Laos. Il y a des communautés qui, bien sûr, ne parlent pas français, mais qui, et surtout leurs descendants, mais qui ont cette espèce de, je dirais, de tropisme francophone qu'il est excellent de constater et peut-être sur lesquels il faut construire. Nous avons multiples exemples. Alors c'est surtout en Californie, je veux dire, hein, où ces générations de francophones maintenant, de Vietnamiens, surtout de Cambodgiens, d'une certaine façon, qui sont arrivés et qui se sont installés aux États-Unis, poussent leurs enfants maintenant dans les écoles internationales, dans les écoles françaises d'immersion, pour réapprendre en quelque sorte la langue de leurs ancêtres. Mais n'est-ce pas une chose qui est commune avec ce que font les Cadiens, par exemple? Vous voyez l'effort qu'ont fait les Cadiens en Louisiane, où il a fallu qu'ils se forcent de façon brillante à réapprendre une langue internationale pour pouvoir parler à leurs ancêtres. C'est un mouvement, ça, qui nous lie tous. Vous en avez un autre exemple là.